revisiter les politiques, que ce soit l'agriculture, le transport, l'éducation, le développement économique, à la lumière de ces problématiques-là climatiques et environnementales. Et les leviers mis en place par la région sont multiples, que ce soit le développement des énergies renouvelables, que ce soit le déploiement de mobilité propre, via nos TER en particulier ou nos cars régionaux, ou via l'efficacité énergétique, qui est un enjeu majeur qui concerne aussi bien l'habitat, les bâtiments tertiaires ou les bâtiments industriels ou le secteur industriel dont on va parler ce matin. Le deuxième contexte qui me paraît important, bien évidemment, c'est le contexte économique que nous vivons avec des prix marchés du gaz et de l'électricité qui ont fortement augmenté ces derniers mois et qui mettent les entreprises de la région et les entreprises françaises dans une situation tendue, une situation qui peut être anxiogène et où les entreprises ont besoin de sécuriser leurs factures d'électricité. Donc face à ce contexte, la région et Alain Rousset et Guillaume Rioux, qui est notre vice-président en charge de la transition énergétique et écologique, ont souhaité s'engager plus fortement auprès des entreprises sur le moyen et le long terme. Nous ne sommes pas les services de l'État qui peuvent décider des actions particulières à très court terme. Nous avons une vision plus sur le moyen et sur le long terme, et nous avons décidé d'aller encore plus loin pour accompagner les entreprises dans la définition de leur stratégie énergétique. Et dans ce cadre, nous avons ainsi conçu plusieurs outils. Nous avons un triptyque, si j'ose dire, pour répondre à ces problématiques-là. Un outil que certains d'entre vous connaissent, qui existe depuis quelques années, qui vise à accompagner des entreprises dans leur compétitivité énergétique, comment en effet aider les entreprises et surtout celles qui consomment énormément d'énergie en Nouvelle-Aquitaine, comment en effet les accompagner pour qu'elles réduisent leur consommation énergétique, elles améliorent leur process industriel dans ce sens. Et nous avons depuis la création de la grande région Nouvelle-Aquitaine, depuis 2016, pour vous donner des ordres de grandeur, nous avons accompagné plus de 140 projets qui ont permis d'économiser 1 TWh d'énergie par an, qui correspond, parce que des chiffres comme ça, c'est un petit peu technique, qui correspondent en gros à l'équivalent de 170 000 logements qui auraient été rénovés sur le plan énergétique de manière globale et efficace. Ça, c'est le premier outil que nous avons mis en place depuis quelques années. Un deuxième outil que nous souhaitons déployer à partir de début d'année prochaine, qui vise à cibler les entreprises qui utilisent des énergies fossiles hors réseau, c'est-à-dire à la fois du propane, à la fois du fioul, du charbon, et que l'on souhaite identifier et accompagner pour les aider à sortir de ces énergies fossiles. Il s'agit surtout de PME d'ailleurs qui se situent dans le milieu rural de notre territoire, et nous avons donc un dispositif particulier que nous souhaitons déployer d'ici quelques semaines. Et enfin, un troisième outil sur lequel nous allons pas mal insister ce matin, qui vise à encourager le lien entre développeurs de production d'énergie solaire et entreprises régionales. Les mettre en lien, c'est un petit peu le rôle de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est de favoriser les interactions, les liens entre ce type d'acteurs, développeurs et entreprises régionales qui ont besoin d'électricité locale, renouvelable et surtout avec une stabilité des prix, une visibilité sur 10 ou 15 ans. Voilà, c'est un petit peu ce contexte dans lequel que je voulais rappeler pour expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles nous organisons cet atelier, ce webinaire ce matin, et vous dire également que nous pensons à la région qu'il est tout à fait possible de concilier compétitivité énergétique avec des factures maîtrisées et transition énergétique avec en effet des activités décarbonées. Voilà, je vous souhaite donc un très bon webinaire ce matin et puis je vous laisse entre les mains de Marion Papadopoulou et des intervenants. Merci à tous et à toutes. Alors, merci Béatrice, mais en fait, je vais juste passer la parole à Bénédicte, Marie et Shamsedehan, dont je ne sais pas comment on prononce son nom, donc je vous laisserai préciser. Et bonne suite de webinaire. Merci, merci Marion. Alors, bonjour à tous et un grand merci à Marion et à la région Nouvelle-Aquitaine pour cette invitation. Donc, nous sommes Gazelle Énergie. Gazelle Énergie, on est un producteur, un fournisseur d'énergie et un agrégateur d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un point marché
et donc pour parler de l'actualité des marchés d'énergie qui est un grand sujet aujourd'hui pour vous tous, je pense. Et puis, nous vous présenterons les PPA et l'autoconsommation comme des outils de couverture de votre prix de fourniture d'énergie. Donc, tout d'abord, je me présente, puis je laisserai mes collègues se présenter. Donc, moi, je suis Bénédicte Vignoboul et je suis responsable de l'activité PPA et agrégation pour Gazelle Énergie. Donc, Shamsi Naboura, je suis chargé grand compte à Gazelle Énergie, donc j'ai la responsabilité d'un portefeuille de gros consommateurs d'électricité et de gaz. Bonjour à tous, Marie Meyer. Donc, pour le coup, moi j'ai rejoint les équipes de Gazelle Énergie il y a maintenant 4 ans. J'ai commencé dans l'équipe pricing et gestion de portefeuille, donc j'ai une belle expertise marché de par cette expérience-là. Et j'ai rejoint en début d'année les équipes de Bénédicte Vignoboul, donc PPA et agrégation. Donc c'est moi qui vais vous présenter un petit peu un petit point marché ce matin pour essayer de saisir les enjeux et les différents drivers qui sont à l'œuvre sur le marché de l'énergie en ce moment. Et ensuite, je passerai la main à Shamseddine et Bénédicte pour qu'ils vous présentent un petit peu les solutions justement pour stabiliser votre prix de fourniture via les PPA. Donc, on fait face à un contexte, à une crise sans précédent sur les marchés de l'énergie depuis maintenant début d'année 2021, où on assiste en fait à une flambée de toutes les commodités, donc électricité, gaz et également charbon depuis début d'année. Et cette crise s'est intensifiée notamment en septembre 2021, lors de l'entrée dans l'hiver 2021-22. Et c'est une crise qui est devenue sociale en septembre 2021, où le gouvernement français notamment a mis en place de nombreuses mesures, un bouclier tarifaire sur le gaz notamment. Et l'idée de ces 20 prochaines minutes, c'est de vous expliquer un petit peu quels sont les facteurs qui vont être responsables, qui sont responsables de cette flambée des prix, comprendre si ces facteurs sont durables ou non, et essayer d'anticiper un peu l'avenir, de voir qu'est-ce qui pourrait se reproduire, quelles leçons en tirer en fait de ce qu'on observe en ce moment sur les marchés de l'énergie. Donc tout d'abord, le gros responsable, la grosse commodité responsable de cette augmentation des prix, c'est le gaz. On va s'attacher donc dans cette première partie de présentation à comprendre ce qui se passe sur le marché gazier à la fois européen et mondial. Le gaz, pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord avoir une idée du contexte européen. En Europe, on a un certain nombre de contrats à long terme avec plusieurs pays producteurs de gaz, qui sont donc la Russie, la Norvège, également historiquement aussi l'Algérie et les Pays-Bas. Et donc, on aura plusieurs moyens d'approvisionner le gaz en Europe, via soit des pipelines, soit via le gaz naturel liquéfié. En fait, on va produire du gaz, le liquéfier dans des usines, et ensuite l'acheminer via des méthanos. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle européenne. Et la variable d'ajustement donc pour obtenir plus de gaz hors Europe ou hors pays qui entourent l'Europe, ça va être le GNL, qui va provenir soit du Qatar, soit des États-Unis. Donc une fois qu'on a compris ce contexte d'approvisionnement, il faut aussi avoir en tête que le marché gazier, en fait, après chaque hiver, on va remplir les stocks gaziers européens de manière à avoir suffisamment de gaz, donc dans les stocks, pour subvenir à l'hiver prochain. Et ce qui s'est passé sur le marché du gaz, c'est un peu un héritage de l'hiver dernier, donc de l'hiver 2020-21. On a eu un hiver assez froid, qui a duré assez longtemps, qui s'est prolongé aussi sur avril 2021. Ce qui fait qu'on a des niveaux de nos stocks gaziers européens qui sont particulièrement bas à l'entrée de l'hiver 21-22. Combiné à ça, on a eu également une faible production des énergies renouvelables en Europe sur cet été. Donc on a puisé dans le stock gazier européen et donc ces derniers sont d'autant plus bas. Donc ça, c'est un peu le contexte, l'héritage de l'hiver 2020-21. À cela, s'ajoute une tension globale sur l'offre gazière européenne, donc sur les pays qui nous approvisionnent en gaz, notamment en Norvège, où en fait il y a eu un incendie sur une grosse usine de liquéfaction de gaz naturel liquéfié il y a maintenant un peu plus d'1 an. Donc la Norvège est dans l'incapacité de livrer des surplus de gaz en fait sur cet hiver à venir. Et le gros point, et on en a pas mal entendu parler depuis début de semaine, c'est également toutes les tensions géopolitiques avec la Russie au sujet du pipeline Nord Stream 2 qui vise à relier donc la Russie et l'Allemagne.
Ce pipeline a été sujet à beaucoup de discussions, de tensions géopolitiques depuis maintenant 3 ans, notamment dans un contexte très tendu entre l'Ukraine et la Russie. Et on a eu une escalade aussi des tensions entre la Russie et les USA, donc entre Washington et Moscou, depuis début de semaine. Et en fait, finalement, le président Biden veut faire de Nord Stream 2 un outil finalement géopolitique. Ils veulent mettre la pression via ce pipeline Nord Stream 2 à la Russie. Et pour l'instant, ce pipeline n'est pour le moment pas opérationnel, n'a pas été validé par la Commission européenne. Donc, il n'est pas en mesure de nous délivrer du gaz supplémentaire sur cet hiver. C'est ce qui explique en grande partie pourquoi on en manque de gaz sur cet hiver et pourquoi les prix globalement de gaz flambent, qui induisent une flambée des prix de l'électricité également. Et à cela se rajoute une nouvelle brique qui est une crise finalement d'approvisionnement mondial du gaz naturel liquéfié, car la Chine a une forte demande justement gazière et donc capte tout le GNL mondial, ce qui fait globalement monter les prix et ce qui se répercute en Europe. On regarde donc sur le graphe, vous avez en vert le prix du premier quarter 2022, donc c'est le premier trimestre 2022, donc qui représente, qui vous montre un peu cette tension hivernale gazière, qui est issue de ces 3 éléments dont on a parlé, donc ces 3 facteurs qui sont plutôt court terme, donc cette combinaison de stock, de tension gazière européenne et mondiale. Et on voit que les prix du coup sur cet hiver ont particulièrement flambé. Et par contre, si on regarde sur 2022-23, le marché gazier se calme et on appelle ça une backwardation. Donc le prix 2022 est plus élevé que le prix 2023 qui lui-même est plus élevé que le prix 2024. Et c'est tout simplement lié au fait qu'on s'attend à avoir plus de projets gaziers qui vont voir le jour en 2024, qui vont assainir et un peu calmer les tensions sur le marché gazier, ce qui fait que les prix ont tendance à diminuer avec le temps. Donc, finalement, les éléments dont on a parlé, qui sont à l'origine de cette crise énergétique sur cet hiver, sont assez court terme et pourraient potentiellement se reproduire sur les hivers prochains. Mais en tout cas, c'est des événements très particuliers, très ponctuels. Je vous propose à présent, dans les 2 prochaines slides, de faire un petit focus sur les 2 drivers dont on a parlé, donc les tensions russes et le contexte du gaz naturel liquéfié avec la compétition Europe-Chine. Donc, dans un premier temps, si on regarde la Russie, effectivement, il y a des tensions autour du pipeline Nord Stream 2, qui a été appelé par un certain nombre de médias le gazoduc de la discorde, qui a été finalisé, donc c'est ce que je disais avant, en septembre 2021. Donc, il pourrait être opérationnel, mais il est soumis à validation à la fois du réglementaire allemand, la BNetzA, puis à la Commission européenne. Donc, il y a tout un processus de validation de ce pipeline. Et ce processus a été en fait stoppé le 16 novembre pour des raisons administratives. Et tout porte à penser que le processus, en tout cas de validation, va être stoppé encore plus longtemps à cause des tensions justement politiques qui existent entre la Russie et les États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine. Donc c'est vraiment Nord Stream 2 qui est au cœur des débats actuellement. En plus de ça, même si on avait en ligne Nord Stream 2, les flux russes vers l'Europe sont quand même assez limités parce que la Russie a également eu un hiver assez froid. Donc finalement, leurs stocks gaziers sont également assez bas et ils mettent en priorité donc, la consommation domestique russe par rapport à l'Europe, forcément. À cela se rajoute un déclin en fait, de certains champs gaziers russes. Certains champs gaziers vont voir le jour, vont être mis en production dans les prochaines années, mais pour l'instant, on a un manque de production gazière russe. Et ça se transcrit très bien sur les prix. Donc, si on regarde les prix donc, de Q1 2022, donc, qui, ce que je disais avant, un peu, nous donne une idée du niveau de prix gazier sur l'hiver, on voit que la Russie, en fait, pour approvisionner du gaz en Europe, doit réserver des capacités de transit, donc des capacités de transit de pipeline vers l'Europe. Et à toutes les enchères où la Russie pouvait réserver ses capacités de transit, la Russie n'a pas réservé beaucoup de capacités de transit. Ce qui fait que les prix ont réagi à la hausse à chaque enchère où peu de capacités de transit ont été réservées. C'est notamment le cas début octobre. On a vu un fort pic de prix début octobre à cause de ce constat-là. Et ensuite,
Poutine a fait également plusieurs déclarations dans lesquelles il s'engageait à augmenter son approvisionnement gaz vers l'Europe. Et à l'issue de ces déclarations de Poutine, on voit que le prix a très clairement baissé. Donc on peut dire que le prix gazier sur cet hiver, le prix gazier hivernal, est très fortement lié aux déclarations de la Russie, à ce qui va se passer également autour de Nord Stream 2. Ensuite, si on s'intéresse à ce qui se passe dans un contexte plus global, donc, et si on s'intéresse à comprendre la crise d'approvisionnement mondial du gaz naturel liquéfié, il faut pour cela s'intéresser à la Chine. La Chine, ces dernières années, a essayé de réduire progressivement sa dépendance au charbon, car il y a des gros problèmes de santé également en Chine liés à la piètre qualité de l'air due à la production au charbon. Donc petit à petit, la Chine a mis un certain nombre de mesures environnementales sur ses mines, a fermé certaines mines de manière à s'engager pour la transition énergétique et aussi à s'engager pour la santé de sa population. Et le résultat, c'est que depuis quelques mois, la Chine fait face à une grave crise électrique avec de nombreuses coupures parce qu'elle est en manque justement de charbon suite à toutes ces mesures environnementales et a dû, pour compenser ce manque de charbon, importer une quantité massive de gaz naturel liquéfié. Et cette importation massive de gaz naturel liquéfié en laisse peu pour l'Europe. Donc il y a une sorte de compétition entre la Chine et l'Europe pour le gaz naturel liquéfié, parce que les deux zones géographiques sont demandeuses, et la Chine est prêt à payer des premiums très élevés pour récupérer ce gaz naturel liquéfié chez eux. Donc c'est ce qui explique en gros cette grave crise d'approvisionnement mondiale qui s'ajoute aux tensions européennes. Si on regarde ce qui se passe du côté du charbon, du marché du charbon, c'est également lié à la Chine, et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport à cette crise électrique chinoise, ces coupures électriques chinoises. La Chine a du coup mis en place de nouvelles réglementations sur ses mines, mais a également a banni en fait depuis 2020 des importations de charbon qui provenaient de l'Australie. C'était suite du coup à une demande de Canberra en faveur d'une enquête sur le Covid-19. La Chine n'a pas apprécié et a appliqué des mesures économiques en bannissant les importations de charbon provenant de l'Australie. Et donc cette double tension a conduit à une forte augmentation du prix du charbon depuis septembre. Cette augmentation qui s'est calmée à partir d'octobre 2021, car la Chine finalement a jugé intenable ces prix hauts et a levé la restriction sur certaines mines de manière à produire massivement du charbon et à faire tourner ces usines de production au charbon et subvenir et pouvoir contrer les coupures d'électricité auxquelles elle devait faire face. Si on s'intéresse à présent au marché du CO2, donc je vous disais précédemment que finalement le charbon avait tendance depuis septembre, en tout cas ces derniers mois, à baisser, et le gaz continue pour le coup lui à monter. Or le CO2 lui vise à assurer le switching entre le charbon et le gaz. Comme les centrales gaz polluent moins, donc émettent moins de CO2, un prix du CO2 fort va permettre d'augmenter la rentabilité des centrales gaz par rapport aux centrales charbon. Donc forcément, si vous avez le prix du charbon qui baisse et le prix du gaz qui augmente, il va falloir un prix du CO2 beaucoup plus fort pour assurer cette rentabilité gaz au-dessus des centrales charbon. Et c'est ce qu'on a observé en fait à partir de début novembre. Vous voyez sur la courbe de droite que le CO2 ne fait que d'augmenter depuis novembre. Il a d'ailleurs atteint 90 €, la barre symbolique des 90 € la tonne hier. Donc c'est vraiment considérable. Et ça s'explique en partie par cette compétition gaz-charbon, mais également par d'autres facteurs que je vous ai listés juste à côté. Certains auront peut-être en tête que le marché du CO2 a été particulièrement décrié comme très spéculatif et qui devait être régulé par la Commission européenne. Il y a eu un rapport qui a été fait par l'Europe et qui a été publié, donc un rapport préliminaire qui a été publié en novembre 2021, qui statue sur le fait que les spéculateurs ne seraient pas à l'origine de la flambée des prix. C'est plutôt un déficit d'offres, que finalement cette flambée des prix s'explique
à la fois par un déficit d'offres et par le prix du gaz et du charbon qui évoluent et qui connaissent un contexte assez particulier tous deux. Et à cela se rajoute également une volonté du gouvernement allemand de renforcer leur ambition en matière de transition énergétique et de mettre en place un prix plancher, finalement, sur le marché du carbone à 60 € la tonne. Donc, c'est tous ces facteurs qui ont contribué à l'envolée récente du marché du CO2. Donc là, on a un certain nombre d'analystes qui prévoient un prix du CO2 à 100 € la tonne d'ici la fin de l'année. Mais de nombreuses entreprises parlent même de 100, 130, 150 € la tonne dans les années à venir ou peut-être dans les mois à venir si ça s'accélère. Donc là, la question, c'est est-ce que la Commission, c'est toujours la même question, mais est-ce que la Commission européenne va intervenir justement pour freiner ça, pour réguler tout ça parce que ça nuit forcément énormément à la compétitivité des différentes industries. Et c'est pas tenable. Les industries n'ont pas le temps de s'adapter à ce prix du CO2 fort. Ils n'ont pas le temps de mettre en place des mesures de manière à réduire, à améliorer leur efficacité énergétique et à s'adapter à ce prix du CO2 à 100 € la tonne. Enfin, pour finir, il est important du coup de lier toutes ces commodités au marché électrique. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, le marché électrique est fortement lié du coup au marché du CO2, fortement corrélé au marché du CO2 et au marché du gaz. Et c'est ce qu'on voit très clairement sur ces deux graphes à gauche, donc ELEC vs CO2 et ELEC vs gaz. Donc finalement, les enseignements qu'on tire du marché du CO2 et du marché du gaz sont des enseignements qu'on va tirer sur le marché de l'électricité. Le marché du CO2, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'il est fortement haussier du fait de la transition énergétique, de la volonté de développer aussi de nouvelles technologies comme l'hydrogène qui nécessitera un prix du CO2 fort. Il est potentiellement haussier sur les prochaines années. Il est fortement volatile aussi parce qu'il y a des spéculateurs qui sont à l'œuvre et qui contribuent à cette volatilité. Et finalement, le seuil des 100 € à la tonne pourrait ne pas tarder à être dépassé. Donc, quand j'ai rédigé ces slides, on était à 80 € la tonne. En 2 jours, on a pris 10 €. Donc, finalement, on est à 10 € de cette barre symbolique des 100 € la tonne. Donc, finalement, il y a vraiment... ces 100 € la tonne, ce ne serait pas forcément déconnant sur les années à venir. Enfin, sur le marché du gaz, on a vu que les mécanismes à l'œuvre étaient assez court terme. C'est vraiment une combinaison de phénomènes sur cet hiver, mais qui pourraient se reproduire, parce que des tensions sur le marché du gaz, c'est des choses qui pourraient se reproduire dans les hivers à venir. Et ce qu'on a vu également en début de présentation, c'est que de nouveaux projets gaziers, donc de GNL notamment, devraient voir le jour en 2024, qui viendraient assainir ce marché du gaz. Donc ça va également être une augmentation du coût de l'offre de GNL aux US, Russie, Qatar. Et on devrait avoir une diminution, et c'est ce qu'on observe du fait de la courbe en backwardation. En 2023-24, les prix sont un peu plus sains, un peu plus réalistes que sur cet hiver. Et en conclusion, je ne vais pas tarder à passer la main à mes collègues, mais tout ce contexte global nous amène à nous demander, à nous poser la question de comment diversifier du coup nos sources d'approvisionnement, vous en tant qu'industriels, en électricité justement pour se couvrir des fluctuations sur le marché du CO2 et d'événements court terme comme on a pu l'observer sur le marché gazier. Je laisse la main à Bénédicte et Chamseddine pour vous parler PPA. Juste, merci beaucoup pour cette intervention très pédagogique. Donc, on va enchaîner avec Bénédicte et Chamseddine. Juste pour un petit rappel, donc, je pense qu'il y aura beaucoup de questions sur cette partie vraiment très intéressante. Et donc, on pourra poser des questions à Marie à la fin de l'intervention sans aucun problème. Et je note tout ce qui est écrit sur le chat. Donc, voilà. Si vous avez des choses et que vous avez peur de ne plus y penser après, n'hésitez pas à les mettre par écrit sur le chat et on y répondra tout à l'heure. Ok, avec plaisir. On pourra y revenir sans problème, même sur les différents slides tout à l'heure. Alors, merci Marie, en effet, pour cette présentation. Donc, comme vous avez pu l'observer depuis plusieurs mois, mais pour ceux qui travaillent depuis plusieurs années, même depuis 15 ans, il y a une très forte volatilité finalement sur les marchés électriques et sur les prix de l'énergie en général. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter les options possibles pour stabiliser le coût lié à votre consommation d'électricité, tout en basculant sur de l'énergie verte.
Donc, sur cette slide, en introduction, on va définir les termes qu'on utilisera par la suite dans la présentation. Aujourd'hui, il n'y a pas de définition encore dans le Larousse ou le Petit Robert de ces termes, et on sait qu'il y a plusieurs définitions qui peuvent se balader sur Internet. Donc, on préfère voilà, définir comment nous, on va parler des différents sujets. Donc, tout d'abord, l'autoconsommation. Donc, l'autoconsommation, c'est l'installation d'une centrale photovoltaïque sur le site de consommation avec autoconsommation totale de l'énergie produite. On reviendra sur le total par la suite. On va également parler de PPA on-site. Donc, nous, quand on parle de PPA on-site, c'est l'installation d'une centrale photovoltaïque sur un site de consommation avec autoconsommation partielle de l'énergie produite et injection du surplus sur le réseau électrique avec une contractualisation, une vente de cette énergie produite aux autres sites de consommation du groupe industriel. Et enfin, on parle de PPA off-site pour l'installation d'une centrale photovoltaïque sur un site totalement indépendant du site de consommation et de l'industriel qui achète l'énergie produite, avec donc injection de l'énergie produite sur le réseau. Tout d'abord, l'autoconsommation. Je te laisse présenter. Donc voilà, donc, il y a différents types de possibilités. Et donc, si on fait un focus sur l'autoconsommation, il y a différents types d'installations et de modèles financiers, différents ouvrages. Alors, en tout premier, vous avez la toiture, hein, qu'on peut recouvrir avec des panneaux. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez courant et connu. Donc, voilà, souvent, ça doit se faire sur des bâtiments neufs, parce que les bâtiments existants ne sont pas forcément prêts à accueillir ce type d'ouvrage. Et puis, ça peut aussi participer au projet de rénovation de toiture, des amiantages, renforts de charpente et ce type de choses. Alors, un autre ouvrage, c'est les ombrières de parking. Donc, bon, ça aussi, c'est assez courant, notamment dans les hypermarchés, où il y a de plus en plus ce type d'ouvrage. Et alors, une autre chose dont on n'a pas forcément indiqué, mais qui est aussi très courante, c'est les ombrières de stockage. C'est un ouvrage supplémentaire dès lors que vous avez un industriel ou n'importe quel type de client qui a des stockages à l'extérieur. On ne l'a pas défini là, mais en termes d'installation, c'est assez proche des ombrières de parking. Et puis enfin, et donc ça c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, le gisement qui est de plus en plus en vogue ces derniers temps, c'est les centrales en sol qui vont être installées sur du terrain délaissé ou du terrain mitoyen. Donc ça, souvent, ça permet de rentabiliser des surfaces, des grandes surfaces qui ne sont pas classées en zone agricole ou de valoriser des sites dégradés. Donc ces trois types d'installations vont permettre de produire et puis de se raccorder sur le transformateur du site pour l'autoconsommation. Donc pour ces ouvrages, il existe deux types de modèles financiers. Alors, le premier, c'est l'investissement direct. Donc là, vous allez mettre à disposition un terrain et puis vous allez aussi investir et puis qu'un tiers va pour votre compte construire, installer, exploiter et maintenir ces centrales d'installation. Donc ça, c'est un montage qui est consolidant. Donc ça va apparaître sur votre bilan puisque c'est de l'investissement direct qui sera fait par le client. Et puis un autre type de financement, c'est le tiers investissement. Donc là, le tiers investissement, clairement, donc sans rentrer en détail, vous créez une société de projet, enfin une création d'une société de projet qui est propriétaire de la centrale. Elle est financée par un investisseur et puis un contrat de service entre la SPV et le consommateur. Mais ça, vraiment, vous vous occupez de rien. Enfin, le client s'occupe de rien. Il met à disposition un terrain et puis un tiers va venir exploiter et livrer pour le compte du client pendant une durée longue, donc de 15, 20, 25 ans. Et puis au bout de la période, il y a deux possibilités. Soit c'est reconduit sur 5 ans ou 10 ans, ou alors il y a un transfert de propriété. Donc ça, ce qui va vraiment intéresser les directions financières dans ces temps où c'est un petit peu compliqué et où on est en recherche de liquidité, c'est que c'est un modèle qui est déconsolidant. Donc vous n'investissez pas, c'est un tiers qui va investir, donc ça ne va pas venir impacter le bilan de votre structure ni de votre activité. Donc l'autoconsommation individuelle, donc ici on va plutôt parler d'autoconsommation individuelle, s'inscrit dans un cadre réglementaire qui a évolué ces derniers mois.
Donc, tout d'abord, pour les installations entre aujourd'hui 0 et 500 kW crête, depuis le nouveau décret tarifaire, il y a un guichet ouvert, donc, avec une prime à l'investissement en euros du kilowatt, plus une valorisation du surplus, sachant que pour la partie entre 100 et 500 kW, c'est simplement une valorisation du surplus. Donc ça, c'est pour la première partie, donc jusqu'à 500 kW crête. Et puis de 500 kW crête à maintenant jusqu'à 10 MW crête, vous pouvez avoir accès à des appels d'offres creux pour l'autoconsommation, avec une prime sur les mégawattheures autoconsommés. Malgré que aujourd'hui les appels d'offres creux soient ouverts jusqu'à 10 MW, on conseille d'autoconsommer, enfin de calibrer la centrale en autoconsommation à sa puissance de soutirage talon, parce que au-delà de la puissance autoconsommée, vous devrez payer l'IFER, payer la TSFE, payer le TUR, et finalement, pour la partie injectée sur le réseau, vous serez payé, d'après les appels d'offres creux aujourd'hui, 50 € du mégawattheure, ce qui ne vous permet pas de rentabiliser votre centrale au sol. Ici, un exemple de projet. Donc, à savoir que cet exemple de projet date d'il y a aujourd'hui 1 an quasiment. Donc, c'était un exemple de projet chez un de nos clients qui avait du foncier disponible. Il a du foncier disponible pour installer une centrale au sol de 5 MW. On a dimensionné la centrale pour qu'il ait un taux d'autoconsommation de 100%. Sur 30 ans, cette centrale lui permet de produire 158 gigawattheures à un prix moyen pondéré du mégawattheure sur 30 ans de 46,20 €. C'est un prix très compétitif au regard des prix d'aujourd'hui. Vous pouvez voir une cassure entre l'année 18 et l'année 19, là, tel que le projet a été construit. Le tarif de mise à disposition était de 51 € entre l'année 1 et l'année 18, et puis un tarif de mise à disposition qui chute au prix des OPEX entre l'année 19 et l'année 30. À savoir aussi qu'après cette année 30, la centrale est encore capable de produire. Donc il est possible pour l'industriel de soit revendre la centrale, soit de poursuivre le contrat. À noter également que donc ce projet avait été étudié avant la mise en place des appels d'offres creux. Il aurait pu rentrer totalement dans le cadre de l'appel d'offres creux autoconsommation qui va maintenant jusqu'à 10 MW crête et obtenir un complément de rémunération de 10 € du mégawattheure, 10-15 € du mégawattheure pendant 10 ans. Donc ça lui aurait pu lui rapporter jusqu'à 600-700 000 € sur 10 ans et donc ramener même son prix moyen pondéré sur 30 ans à 45 €, à environ 45 € du mégawattheure. Donc un projet très intéressant que notre client a pu mettre en place. Il est important pour vous aussi de regarder quand vous faites vos business plans. Ça va être plusieurs facteurs. Donc il y a effectivement le tarif de mise à disposition de l'électricité par le développeur photovoltaïque, mais également faire des hypothèses de prix sur l'évolution des prix de l'électricité pour votre consommation résiduelle, et puis pour voir aussi si vous n'avez pas de perte d'opportunité et quels en seraient les impacts. Faire des hypothèses également sur le prix de l'AREN, sur l'augmentation des taxes, etc. Et puis là, forcément, vous allez voir que les plus gros facteurs sur le résultat de votre business plan seront l'évolution des prix de l'électricité, et sur également la pérennisation de l'AREN telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou d'un autre mécanisme de soutien type AREN, ou la disparition de ce type de mécanisme. Donc maintenant, sur l'autoconsommation individuelle, on a réalisé un SWOT pour vous aider à comprendre les risques, les faiblesses et les forces d'un projet d'autoconsommation. Je vais te laisser la parole. Ouais, donc ce qui va guider votre stratégie dans la prise de décision pour vous lancer éventuellement dans un projet d'autoconsommation, comme a dit Bénédicte, il va y avoir plusieurs points qu'il va falloir prendre en compte. Donc dans les forces
qui sont indéniables et qui vont vous guider dans le lancement de ce type de projet, c'est tout simplement de valoriser du foncier disponible et d'avoir une valeur d'usage complémentaire. Donc ça, vous avez du terrain, vous ne savez pas quoi en faire. La possibilité, c'est justement de le valoriser, d'en faire quelque chose dans un but de diminuer vos coûts. Alors, quelque chose qui doit aussi guider une entreprise pour se lancer dans ça, c'est la démarche RSE. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques mois, quand on parlait de ce type de projet, c'était de loin les principales raisons qui faisaient qu'un industriel ou un gros consommateur se lançait dans ça, c'était la démarche RSE. Mais maintenant, c'est quelque chose qui va concerner vraiment la majorité des clients, puisque maintenant les normes sont de plus en plus sévères. Il y a, disons, une attente de l'ensemble de la population, de l'ensemble des autorités pour qu'il y ait un vrai effort qui soit fait. Et c'est devenu maintenant incontournable. C'est-à-dire que c'est une question d'image pour la société, que ce soit pour les fournisseurs, pour les salariés, ça va être vraiment un point clé. Et les normes maintenant sont tellement compliquées que les groupes mettent des normes vraiment extrêmement drastiques. Et si vous ne rentrez pas dans ce type de cadre, il arrive qu'on ait des clients qui ne peuvent tout simplement pas fournir d'autres clients si jamais elles ne rentrent pas dans ce type de normes. Donc c'est vraiment quelque chose qui va maintenant être incontournable, d'avoir vraiment une image vertueuse et puis vraiment d'être impliqué dans une démarche RSE. Et puis voilà, il y a aussi maintenant, avec les coûts de l'électricité qui sont de plus en plus élevés, il y a un vrai enjeu économique, financier. C'est plus qu'une question d'image, c'est vraiment une question de diminuer ces coûts liés à l'électricité, puisque toute l'électricité que vous allez autoconsommer, c'est l'électricité que vous n'allez pas acheter ailleurs. Donc vous n'allez pas être soumis à ce qui se passe en Chine, en Russie. Voilà, c'est assez déstabilisant de se dire que les prix que vous allez payer, ça va être aussi impacté par des choses qui échappent totalement à votre contrôle. Le fait d'avoir de l'autoconsommation vous permet, vous au moins, d'avoir une part de votre consommation, de votre consommation énergétique, de vos dépenses énergétiques qui vont être maîtrisées. Et puis, de manière, bon, la baisse de la suffisance souscrite, donc ça va vous permettre aussi de gagner dans les coûts de transport. Et puis, c'est devenu maintenant quelque chose d'assez simple et intégrable dans votre contrat de fourniture par votre fournisseur. Donc maintenant, vraiment, tous les fournisseurs sont capables d'intégrer ce type de production. Donc ça, vraiment, il n'y a pas maintenant de difficultés contractuelles. Alors, dans les faiblesses, qui sont, voilà, qu'on peut pas dissimuler, c'est que bien entendu, vous allez avoir une immobilisation du foncier pendant 20 à 30 ans. Donc ça veut dire que dès lors que vous lancez dans ce type de projet, pendant cette période-là, vous ne pourrez rien faire d'autre. Il va falloir des travaux, donc vous aurez la gestion de travaux et la durée, enfin les aléas que peuvent représenter les travaux. Et puis, alors ça c'est vraiment une contrainte court terme, mais l'autoconsommation va aussi diminuer vos droits à ARENH. Donc les droits ARENH sont basés sur l'énergie que vous allez soutirer sur le réseau. Dès lors que vous soutirez moins d'énergie sur le réseau, vu que vous autoconsommez, eh bien vous aurez moins de droits ARENH. Alors les opportunités, il y a pas mal d'opportunités liées aux taxes. Vous allez avoir une diminution de taxes, puisque tout un tas de taxes sont liées à l'électricité qui sera soutirée sur le réseau. Donc vous allez, voilà, en faisant l'autoconsommation, vous allez avoir moins de taxes. Et puis, et ça rejoint un peu la démarche RSE, mais il y a le degré tertiaire qui, du coup, impacte tout un tas d'entreprises, qui implique une obligation d'améliorer la performance énergétique des parcs tertiaires afin d'atteindre une réduction de 60% des consommations énergétiques d'ici 2050 par rapport à 2010. Et en fait, la consommation énergétique, c'est ce que vous allez soutirer sur le réseau. Dès lors que vous allez autoconsommer, c'est l'énergie que vous n'allez pas soutirer sur le réseau. Et du coup, dans le cadre de ce décret tertiaire, vous allez pouvoir réduire vos consommations. Donc, ça va vous permettre d'atteindre un peu mieux les objectifs qui vous seront imposés. Voilà. Et puis voilà. Et puis dans les menaces, forcément, dès lors que vous allez avoir une partie de l'énergie qui sera autoconsommée, vous allez perdre des opportunités sur le prix de l'électricité. C'est-à-dire que si l'électricité baisse, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier, puisque vous aurez votre autoconsommation. Et puis, il y a toujours, bien entendu, des contraintes qui vont être des contraintes réglementaires, de l'impondérable, des choses que vous ne pourrez pas prévoir, comme l'ensemble des changements de fiscalité.
Merci Chamsedine. En fait, le message sur l'autoconsommation, et on le rappellera sur le PPA, c'est que plus qu'une opportunité de prix, personne ne peut savoir quelle sera l'évolution des prix de l'électricité, c'est que c'est un outil de stabilisation d'une partie de votre coût lié à votre consommation d'électricité. Les PPA, donc les PPA, bon, pourquoi pas vous, vous avez vu que depuis 2019, il y avait maintenant une dizaine, voire plusieurs dizaines de corporate PPA qui ont été signés entre des développeurs et des consommateurs d'énergie. Donc ça va de grands groupes à des groupes un peu moins importants. Donc aujourd'hui, il y a environ 1 gigawatt de projets PPA qui ont été signés, avec soit des corporate PPA de courte durée avec des parcs éoliens sortis d'obligations d'achat, soit des corporate PPA de longue durée avec des parcs photovoltaïques additionnels. Donc quand on parle d'additionnalité, ça veut dire que grâce à la signature de ce corporate PPA sur une durée longue, donc en général entre 12 et 25 ans, c'est la signature de ce corporate PPA qui a permis aux développeurs d'aller financer son projet auprès des banques et d'ajouter au mix énergétique français une capacité renouvelable. Donc, j'ai dit qu'il y avait un peu de diversité dans les groupes consommateurs qui ont signé des corporate PPA. Malgré tout, vous voyez qu'il y a souvent des grands groupes à histoire publique ou encore parapublique. Et ça, on voit que c'est en train de changer. Donc prochainement, je pense qu'il y aura la communication sur la signature d'une PME qui n'a rien à voir avec le public, une PME industrielle. Donc on voit que les choses avancent. Il y a aussi des discussions sur la mise en place d'un fonds de garantie PPA qui serait en priorité destiné aux électro-intensifs. Mais voilà, ça évolue et on espère que l'année prochaine ou dans 2 ans, on verra la signature de consommateurs non publics ou de taille plus modeste que ceux qui sont présentés sur cette slide. Donc dans la suite, on va vous montrer les raisons de la conclusion d'un PPA aujourd'hui, quelques analyses technico-économiques et puis comment votre fournisseur aujourd'hui peut gérer votre corporate PPA. Donc de la même façon, un business plan de corporate PPA, il va être dressé en fonction de plusieurs hypothèses qu'il faut faire varier pour comprendre ces risques et puis ces opportunités. Donc toujours l'Arenh, en France, on ne peut pas aujourd'hui enlever des business plans, les analyses autour de l'Arenh. Et puis bien sûr l'évolution des prix de l'électricité. Donc forcément, si l'Arenh évolue, un PPA à 50 ou 55 € du mégawattheure a plus ou moins d'impact. Tout comme l'autoconsommation, le PPA aujourd'hui, plus qu'une opportunité de prix, il faut le voir comme un outil de stabilisation du coût de l'électricité. Car là, comme vous pouvez le voir depuis 2005, depuis 15 ans, parce que là, on parle beaucoup cette dernière année des prix de l'électricité qui sont complètement fous. Mais quand on regarde un petit peu le passé, on a eu des périodes quand même comme ça. On parle en 2008, avant la crise, etc. Je laisse peut-être présenter cette slide. Oui. Donc en fait, dès lors que vous lancez dans ce type de démarche, que ce soit l'autoconsommation ou les PPA, c'est des démarches avec du temps long. C'est-à-dire que ça peut pas être, ce type de démarche ne peut pas être guidé par des prix que vous allez voir à un instant T, puisque les prix, comme vous l'avez vu, et je pense que ce graphe est assez parlant pour ça, ils sont extrêmement volatiles. Depuis 15 ans, en quelques semaines, vous étiez capable de prendre 10, 20, 30, 40 €. Et dès lors que vous lancez dans un projet long de type autoconsommation PPA, ça va être des projets qui vont durer des années. Donc l'idée de ce type de démarche, c'est de sécuriser 10, 15, 20, 30% de vos dépenses énergétiques sur une durée longue. Sur une durée longue, avec un prix qui sera aux alentours de 55, 60 € du mégawattheure, mais qui du coup peut pas être forcément comparé à un prix à l'instant T. C'est de se dire, est-ce que moi, sur une durée de 10, 15, 20, 25 ans, je trouve ça raisonnable que d'avoir une partie de mon électricité qui sera à un prix de 60 € du mégawattheure. Puisqu'évidemment, dès lors que vous lancez dans ce type de projet, vous perdez l'opportunité sur des achats marchés court terme.
Donc voilà, il faut penser le temps long. Entre la prise de décision de se lancer dans du PPA et le premier électron qui va être produit, il va y avoir jusqu'à 36 mois. Donc ça peut, si là, par exemple, à l'issue de la conférence, vous décidez de vous lancer dans ce type de projet, les PPA que vous aurez, ce ne sera pas avant 2024-2025. Alors de manière très prosaïque et très concrète, à partir de 15 000 m², il y a un sujet. C'est-à-dire que 15 000 m², ça fait à peu près 2 MW de production. Donc voilà, c'est pas forcément obligé d'avoir des énormes terrains. Vous pouvez avoir des terrains, enfin quelques hectares pourront déjà permettre d'avoir des projets qui seront rentables. Ce serait que, comme le disait Chamsidine, en fait, aujourd'hui en France, on fait face à une vraie rareté du foncier. Donc c'est pourquoi, Chamsidine, aujourd'hui, vous parlez de votre foncier disponible, parce que pour accélérer votre accès à des PPA, une des premières choses aujourd'hui, c'est de regarder si vous avez du foncier disponible qui vous permettrait d'installer une centrale photovoltaïque et ainsi de raccourcir votre durée, votre délai d'accès à un corporate PPA. Voilà, parce que ces terrains-là, les terrains pour mettre en place les PPA, soit c'est des terrains qui vont vous appartenir, et dans ce cas-là, ça pourra aller beaucoup plus vite pour la mise en place. Vous avez tout un tas d'autorisations liées à des contraintes environnementales, vous allez pouvoir vous y soustraire. Et puis, vous allez gagner du temps. Et puis, c'est même pas qu'une question de temps, c'est qu'en termes d'autorisation, ce sera plus facile aussi d'avoir ces autorisations-là. Donc voilà, c'est mieux si vous avez du foncier. Si vous n'avez pas du foncier, dans ce cas-là, vous allez avoir des développeurs qui pourront éventuellement mettre à votre disposition du foncier. Mais les terrains se font de plus en plus rares, le foncier se fait de plus en plus rare, et puis la demande, depuis quelques mois, est de plus en plus accrue. Donc c'est vrai qu'on observe, nous, quand même, une forte demande. Enfin, c'est vrai qu'avant, les clients qui étaient intéressés par ce type de projet, c'était relativement restreint. C'était souvent des clients publics, du coup, guidés par des contraintes qui ne sont pas forcément des contraintes financières, mais plutôt des contraintes de ton long, d'image et puis de responsabilité à l'égard du reste de la société. Maintenant, en plus de cette question d'image, vous avez aussi beaucoup d'enjeux économiques. Et donc là, vraiment, je peux pas, tous les clients, mes clients m'ont parlé au moins une fois de PPA ou d'autoconsommation. Donc, c'est un sujet, on n'a pas le droit de ne pas s'y intéresser, on a le droit de ne pas se lancer dedans, mais de ne pas s'y intéresser, c'est pas possible, puisque les enjeux sont tels qu'il faut forcément faire une étude, voir est-ce que vous avez du terrain qui sera disponible, le plan de masse, le plan cadastral, les réseaux secs, le talon de consommation dont pour y avoir besoin, votre profil de consommation. Donc tout ça, ce sont des choses importantes qui vont pouvoir guider ces projets. Et donc là, une slide aussi, parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose sur comment, si je signe un corporate PPA, moi en tant que consommateur industriel, est-ce que après je trouverai un fournisseur qui accepte de faire ma fourniture de résiduel, ou est-ce que je serai toujours fourni quand il n'y a pas de soleil ou pas de vent si j'ai fait un corporate PPA avec un parc éolien. Donc ici, on vous présente le schéma le plus répandu en France aujourd'hui. Et c'est le schéma dans lequel le fournisseur est aussi l'agrégateur de la centrale renouvelable. Et donc finalement, c'est relativement simple. Le fournisseur intègre dans son périmètre d'équilibre la production de la centrale renouvelable et fournit au consommateur tout mégawattheure qui n'aura pas été fourni par la centrale photovoltaïque. Et puis, si finalement, à certaines heures, la production dépasse la consommation du client, alors le fournisseur, en tant qu'acteur de marché, peut revendre cette électricité sur les marchés et déduire de la facture mensuelle du consommateur le gain qu'il aura reçu sur les marchés à la suite de cette surproduction. Donc finalement, pour les fournisseurs d'énergie, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, les plus grands fournisseurs d'énergie sont des agrégateurs d'énergie renouvelable, donc savent déjà gérer toutes les problématiques liées à la production renouvelable, donc l'intermittence, etc. Et sont aussi, tous les grands fournisseurs sont aussi des agrégateurs. Donc, on sait très bien intégrer, ce n'est finalement qu'une addition de deux métiers qui existent déjà depuis plusieurs années, l'agrégation d'énergie renouvelable et la fourniture du résiduel. Donc finalement, pour le consommateur, vous allez avoir un contrat avec le producteur, donc le contrat de corporate PPA sur des durées longues, sur des durées de 12 à 20 ans quand on parle de corporate PPA additionnel. Et puis avec votre fournisseur, vous pouvez très bien, tous les 3 ans, changer de fournisseur d'énergie et lui demander d'intégrer à son offre de fourniture l'intégration de la centrale renouvelable.
là encore, un bilan pour les corporate PPA sous forme de SWOT. Donc là, les forces et les faiblesses sont quand même assez proches de l'autoconsommation, à quelques différences près que l'organisation du foncier, la démarche RSE et puis l'image vertueuse, ça c'est en commun avec l'autoconsommation. La différence avec les PPA, c'est que l'injection est possible. Donc vous pouvez valoriser l'électricité qui sera produite par les PPA sur le réseau. Donc ça vous permettre de le valoriser sur le marché et donc de ne pas forcément être déconnecté par rapport au marché et de distinguer d'une part l'énergie que vous allez soutirer sur le réseau qui sera peut-être un peu plus importante lorsque les prix de l'énergie sont bas. Et puis, vous allez avoir aussi de l'autre côté l'électricité qui sera injectée sur le réseau, que vous allez peut-être plus pousser lorsque les prix de l'électricité seront hauts. Donc ça, c'est une différence notable avec l'autoconsommation. Et puis, la grande différence avec l'autoconsommation, qui est toutefois quelque chose d'assez court terme, c'est que vous allez conserver vos droits à REN pour le reste de votre consommation. L'autoconsommation, ça va vous enlever un peu de consommation soutirée sur le réseau, donc ça vous diminue les droits à REN. Les PPA, là, on distingue vraiment les deux. Vous avez d'un côté l'injection, de l'autre côté le soutirage. Donc, vous allez soutirer toute votre électricité sur le réseau, et donc ça va maximiser vos droits à REN. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, il n'y a pas de confusion possible. Des fois, on entend dire que le fait de faire des PPA, ça diminue le droit à REN. C'est faux. On a plusieurs clients qui le font. Ça ne diminue pas les droits à REN. Donc voilà, sur ça, c'est quand même un gros avantage qui est d'autant plus important, alors qui était déjà important lorsque les prix de l'électricité étaient à 50 € du mégawattheure, mais maintenant qu'on est à plus de 200 €, c'est extrêmement précieux que d'avoir de l'électricité à un prix de 42 €, même si les prix à REN venaient à augmenter. On a quand même encore beaucoup enfin, on a pas mal de gras avant d'arriver à 200 € du mégawattheure, même en augmentant les prix de la REN. Alors dans FLBS, c'est pareil que l'autoconsommation, vous êtes sur du projet long terme. Donc ça veut dire que vous allez devoir penser non pas à 1 à 2 ans, vous allez devoir penser à 15 à 20 ans. Donc ça veut dire que vous allez immobiliser du foncier, vous allez, voilà, ce sera un investissement long terme, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il y a des travaux, et puis il y a un risque aussi de consolidation, mais qui est gérable contractuellement. Alors les opportunités, c'est que vous allez pouvoir faire des économies potentielles sur les prix de l'électricité, puisque vous allez sécuriser sur du long terme votre prix de l'électricité. Vous allez aussi pouvoir faire des économies sur les achats de garanties d'origine, puisque le PPA génère des garanties d'origine. Et puis, même si c'est assez réduit, mais les Power Purchase Agreements, dès lors que c'est des centrales de production, mais ça va aussi générer des garanties de capacité. Alors, les opportunités aussi, c'est que ça va rentrer dans le cadre de politiques RSE et en particulier les exigences des clients et des fournisseurs en matière de transition énergétique. Donc ça, c'est vraiment pareil que l'autoconsommation. Vous allez pouvoir faire aussi des économies sur le TUR pour l'énergie qui sera autoconsommée pour les PPA on-site. Donc ça, c'est aussi important. Et pour les menaces, voilà, de la même manière que pour l'autoconsommation, vous allez perdre des opportunités sur le prix de l'électricité, potentiellement, même si vous pouvez vous mettre parfois dans une mécanisme d'injection et du coup vraiment distinguer les deux. Une grande menace qui est de plus en plus prégnante depuis quelques mois, c'est qu'il y a une vraie rareté du foncier disponible pour du PPA off-site. Donc c'est vrai que dès lors que vous avez du foncier, souvent les clients ne pensent pas qu'ils ont du foncier. Et dès lors que vous arrivez à contacter les services real estate, finalement vous trouvez quelques hectares qui peuvent être déployés pour ce type de projet. Et ça, d'une part, vous permettre d'économiser du temps. En moyenne, vous allez économiser 1 an dans la mise en place. Et puis en termes de coût aussi, si vous avez du foncier, c'est du foncier que vous n'allez pas devoir acheter. Et en moyenne, on évalue que ça va vous faire gagner 5 € du mégawattheure sur le prix d'électricité qui sera produite. Alors, parmi les menaces, mais contre lesquelles il faut vraiment lutter, c'est les réticences de certains fournisseurs pour en faire. C'est vrai que dans votre contrat, certains fournisseurs seront un petit peu réticents à l'idée de voir un autre producteur d'électricité intervenir. Mais là, vraiment, c'est des métiers qui sont séparés. Quand vous allez contractualiser avec votre fournisseur, vous allez contractualiser sur une durée de 1, 2, 3 ans maximum. Donc, on est sur du relatif court terme. Dès lors que vous allez vous lancer dans des projets de PPA, on sera sur du long terme.
c'est un autre métier. Vous avez des fournisseurs qui savent faire les deux, mais c'est tout aussi bien d'aller vous orienter aussi vers des acteurs dont c'est peut-être le métier, qui feront que ça et dont c'est vraiment la spécialité qui le feront bien. Donc c'est vraiment deux métiers différents et c'est important que dans votre contrat de fourniture, vous laissiez la possibilité d'injecter ce type d'énergie parce que ce sera fait par un acteur dont ce sera vraiment le métier et avec lequel vous allez être lié sur une durée qui sera longue. Et là, ce ne sera pas forcément corrélé au prix de marché. On est sur du bâti. Donc, on entend beaucoup dire que suite aux augmentations des prix de l'électricité, il y a une espèce de surenchère sur les PPA. La surenchère, elle est juste due à la demande. Elle n'est pas forcément corrélée au prix de marché. C'est vraiment dû au fait que le foncier se fait rare et que vous avez de plus en plus de clients qui souhaitent se lancer dans ce type de démarche. Et du coup, ça restreint l'offre. Vous avez notamment quelques clients publics qui font des PPA à tout va, qui sont extrêmement peu regardants sur le prix et qui du coup captent vraiment tous les terrains qui sont actuellement disponibles. Peut-être d'ailleurs à ce sujet, pour déconstruire un mythe qui pourrait arriver sur l'augmentation des prix des PPA. Parce que finalement, entre les premiers PPA, les premières communications sur les corporate PPA additionnels qui ont été signés et leur prix, on voit une augmentation en ce moment du prix des corporate PPA qui sont signés actuellement. Et pour plusieurs raisons. Finalement, les développeurs photovoltaïques sont, on l'a assez répété, confrontés à une rareté du foncier. Donc le foncier qui reste disponible est de plus en plus cher, d'où vraiment l'intérêt de regarder si vous n'avez pas du foncier en propre. Au-delà de ça, il y a aussi une augmentation du coût des matières premières, donc du verre, l'aluminium, tout ce qui fait que les centrales et les panneaux peuvent être construits. Et enfin, il y a aussi une augmentation du transport. Donc, les panneaux photovoltaïques sont rarement construits en France, donc il faut les ramener notamment d'Asie, et puis les coûts des transports ont fait x10 ces derniers mois. Voilà, tout ça pour dire que le prix des PPA augmente actuellement, et ce n'est pas forcément de l'opportunisme des développeurs photovoltaïques qui profiteraient des marchés de l'électricité aujourd'hui pour augmenter leur proposition de prix PPA. Aujourd'hui, les développeurs, ils réfléchissent vraiment en LCOE, donc Levelized Cost of Energy, et donc c'est bien leur coût de construction, leur coût de revient sur toute la durée de la centrale. Et une observation qu'on peut faire aussi, c'est que vous avez quand même beaucoup d'acteurs maintenant ou de clients qui s'y intéressent. C'est un peu une mode, mais comme toute mode, on espère que ça passera pas, mais ça va forcément, pour certains, l'envie va passer dès lors que peut-être que les prix de l'électricité vont baisser. Donc, il y aura aussi une question du premier arrivé, premier servi. Donc, c'est important de se lancer dans ce type de démarche, de prendre des contacts, de commencer à discuter, d'analyser les possibilités, ce que vous voulez, les termes de profil de consommation. Si vous faites de l'autoconso, qu'est-ce que les places de parking qui sont disponibles. Enfin, c'est important vraiment de réfléchir en amont, parce qu'on sait que dans les mois à venir, malheureusement, notamment pour le PPA, certains acteurs ne pourront pas se lancer dedans, parce que ça demande quand même d'être bancable. C'est-à-dire que derrière, vous allez avoir une banque qui va vous suivre, parce que elle souhaite garantir que pendant 15, 20, 25 ans, il y aura derrière un client qui va acheter cette électricité produite. Donc forcément, c'est pour ça qu'au début, ça concernait plutôt les organismes publics, parce que, bon, voilà, il n'y a pas de sujet sur les organismes publics. On sait que pendant 15, 20 ans, la SNCF, la RATP, Aéroport de Paris, tout ça, c'est des entreprises qui sont stables, viables et qui ne font pas peur aux banques. Donc là, ça s'élargit de plus en plus à des entreprises, on va dire, du secteur privé qui sont bancables, qui ont des finances solides. Et donc, ces entreprises-là pourront éventuellement se lancer. Alors, je ne parle pas forcément de grosses entreprises du CAC 40. C'est vraiment toute entreprise avec des finances saines suscitera la confiance des banques. Mais malheureusement, il va y avoir quelques clients aussi qui, pour des raisons financières, ne pourront pas forcément se lancer dans ce type de projet. Et du coup, forcément, ça aura un effet sur la demande qui va du coup un peu se relâcher. Donc, c'est tout pour nous. J'espère qu'on aura éclairé certaines de vos interrogations sur l'autoconsommation et les PPA. Et puis, de toute façon, on pourra discuter lors de la session de questions-réponses. Donc maintenant, je laisse la main à Marion. Ouais, en fait, bon, je passe le plat à Julien Jimenez, donc sous-directeur. Et encore une fois, j'ai bien noté toutes vos questions et on reviendra dessus tout à l'heure.
Bonjour à tous. Alors, je vais reprendre la main sur la présentation. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui, merci. L'objectif, effectivement, là, c'était de resituer un peu le positionnement de la région par rapport au développement de l'autoconsommation et surtout du développement des Green Corporate PPA en Nouvelle-Aquitaine et effectivement de vous présenter un peu les dispositifs et les opportunités qu'il pourrait y avoir autour de ce nouveau mode de contractualisation d'achat d'électricité. Alors, on a essayé de franciser un petit peu le nom, hein, donc on appelait ça des contrats d'achat d'électricité renouvelable et locale en circuit court. Juste un petit rappel, dans le cadre de la transition énergétique et notamment de l'objectif de neutralité carbone à 2050, l'électricité a une part importante à jouer dans cet objectif. Les derniers scénarios proposés par RTE montrent effectivement globalement un abandon un peu des énergies fossiles hors réseau charbon-pétrole, une diminution un peu du gaz et surtout effectivement une augmentation de la part de l'électricité dans le mixte énergétique à 2050. Donc l'électricité va prendre une part de plus en plus importante dans les années à venir dans le cadre du mix énergétique. Alors, vous pouvez regarder effectivement cette publication de RTE et elle permet, alors, en fonction de différents scénarios, hein, en fonction de la capacité d'avoir de la sobriété, de l'efficacité, d'avoir une réindustrialisation en France ou alors effectivement un développement massif de l'hydrogène, il y a des hypothèses à 2050 qui vont de 55 TWh à 754 TWh. Aujourd'hui, alors je mets 2019 parce que 2020 est une année un peu particulière, nous sommes à 473 TWh. Ça veut dire que malgré, on va dire, une baisse de la consommation d'énergie nécessaire à la transition énergétique, il y aura une augmentation de la demande en électricité en France. Cette électricité sera, d'après toujours les hypothèses d'RTE, un mixte entre une partie nucléaire et une partie renouvelable. Et donc une nécessité effectivement de développer les énergies renouvelables et d'accompagner leur développement en Nouvelle-Aquitaine. Alors la région, c'est, comme l'a rappelé Béatrice Chassaing en introduction, a différents dispositifs hein, basés sur la sobriété, l'efficacité énergétique, la sortie des énergies fossiles hors réseau et effectivement jusqu'à l'approvisionnement en électricité renouvelable. Et on y trouve, nous, régions, un double intérêt. Alors, d'abord d'identifier effectivement ce besoin en électricité renouvelable. Alors là, c'est les contacts que l'on a régulièrement avec vous dans votre stratégie, on va dire, d'efficacité énergétique. Mais surtout d'essayer de mettre en lien effectivement vos besoins avec la création de nouveaux actifs solaires. C'est-à-dire qu'on espère à un moment que les politiques portées par les entreprises en Nouvelle-Aquitaine et les politiques d'achat d'électricité puissent permettre de développer de nouvelles centrales photovoltaïques en Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, on retrouve effectivement là une logique de décentralisation de la production d'électricité renouvelable. Et effectivement, on retrouve un sens au développement de ces projets solaires photovoltaïques que l'on peut ou pourrait effectivement présenter avant plutôt comme des actifs financiers. Là, vraiment, il y a un sens à retrouver autour d'un développement des projets solaires qui pourraient effectivement approvisionner nos entreprises. Donc la région, effectivement, souhaite créer cette dynamique avec derrière un objectif SRADET, qui est notre schéma régional d'aménagement et de développement durable de notre territoire, à plus 6 gigawatts à 2030. L'objectif est important parce que entre 2009 et 2019, on a dû faire à peu près plus 3 gigawatts installés. Donc on doit là, en 9 ans, doubler cette production, doubler cette croissance pour atteindre l'objectif de 2030 et on verra ensuite à 2050 avec des objectifs plus importants. Donc il y a vraiment un intérêt aujourd'hui à l'échelle du territoire à mettre en lien nos entreprises qui ont besoin d'électricité et effectivement des développeurs qui font émerger des projets sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, on l'a vu dans la présentation de Gazelle. À ce jour, les Green Corporate PPA sont plutôt
à destination des entreprises parapubliques ou des très grands groupes. L'objectif de la région, c'est effectivement faire bénéficier ces Green Corporate PPA à des entreprises plutôt de taille plus petite, qui soient effectivement des grosses ETI, des ETI ou des PME à fort potentiel. Donc l'idée est effectivement d'essayer de vous accompagner dans la définition de vos besoins jusqu'à la contractualisation de ces Green Corporate PPA. L'accompagnement de la région se fait en 3 temps. Avec des niveaux de sensibilité différentes de la part des entreprises. Le premier niveau, c'est l'opportunité. Globalement, l'entreprise a une volonté, effectivement, d'essayer de diversifier ses approvisionnements en électricité, d'essayer effectivement de verdir à travers l'achat d'électricité renouvelable, mais ne maîtrise pas les enjeux des Green Corporate PPA, ne maîtrise pas le potentiel, ce potentiel de contractualisation en termes de mégawattheures sur les Green Corporate PPA. Donc, il est proposé, dans le cadre de ce volet opportunité, d'avoir un accompagnement qui est pris en charge à 100% par la région. Dans ce cadre-là, les entreprises sont sélectionnées via un appel à manifestation d'intérêt, alors qui a été lancé cette année par la région, et on verra par la suite. Donc vraiment, l'opportunité, c'est de savoir si votre entreprise est un site à potentiel en termes de contractualisation de Green Corporate PPA. Le deuxième volet, c'est la faisabilité. Vous avez effectivement une bonne connaissance des enjeux ou de vos besoins en termes d'électricité. Vous avez effectivement une capacité à négocier des nouveaux contrats. Et du coup, là, vous souhaitez diversifier toujours l'approvisionnement avec la signature d'un PPA. Dans ce cadre-là, on propose que nous, un accompagnement technique et juridique qui permettrait à la fois de définir les besoins, de définir votre prix cible et effectivement d'aller chercher ensuite sous forme d'appel d'offres ou autre un développeur et un projet qui pourrait répondre à ces besoins. Sachant que la partie juridique n'est pas à négliger dans le cadre de la contractualisation. On a parlé effectivement de contrats à plus de 10 ans, avec effectivement des potentielles variations de prix. Donc, il est important de connaître toutes les conséquences ou les différents éléments du contrat avant de le signer. Donc, à la fois un accompagnement technique, un accompagnement juridique qui va aboutir à la signature d'un PPA. Sur ce volet-là, la région peut apporter un soutien à hauteur de 50% du coût de la prestation de cette AMO, dans la limite de 50 000 € de subvention. Et enfin, le dernier volet, le financement. Donc, on a vu peut-être la frilosité de certains organismes bancaires à s'engager sur le long terme et à, on va dire, évaluer le risque de défaillance du consommateur. Donc, on souhaiterait se positionner sur cette partie-là et réfléchir avec l'ensemble des acteurs sur des dispositifs de soutien à la contractualisation et faciliter, on va dire, qui permettrait de faciliter la contractualisation d'un Green Corporate PPA. Alors, il y a 3 niveaux identifiés. Un volet subvention. Donc là, on est purement dans le soutien à l'investissement sur la centrale qui permet de réduire son coût du mégawattheure et de le rendre plus accessible à l'entreprise. Aujourd'hui, ces subventions sont prioritairement et exclusivement soutenues par le Fonds européen. Des discussions sont en cours aujourd'hui dans le cadre du futur programme opérationnel et seront à destination des PME et des TPE. Il y a un deuxième volet qui est effectivement la garantie de prêt. On a vu que le frein à la signature d'un PPA pouvait être la crainte des organismes bancaires. Donc, il y a une réflexion au sein de la région pour pouvoir expérimenter de la garantie de prêt et faciliter ainsi la contractualisation du PPA entre le développeur et le consommateur. Et le dernier volet, parce que le garantie de prêt est plutôt sous forme d'une expérimentation afin de faciliter les premières signatures, on souhaite, à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, créer un groupe de travail sur la création d'un outil financier qui permettrait de sécuriser l'accès des entreprises au PPA. Alors après, il peut y avoir différentes formes assurantielles, garanties. C'est des choses qui seront discutées au premier trimestre 2022.
La région, alors pour ceux qui ne l'avaient pas vu, il y a un premier AMI qui a été lancé en 2021 pour soutenir les entreprises dans le cadre de la signature d'un Green Corporate PPA. Il y a effectivement Oslorea à l'AMI. Donc l'AMI était un volet d'accompagnement pris en charge par la région. Là, c'était vraiment l'idée de sensibiliser, d'étudier le potentiel de l'entreprise pour ensuite passer à une faisabilité plus détaillée. Donc 10 candidats, alors 15 candidats, 11 lauréats, 10 secteurs d'activité. Alors un potentiel important en termes de contractualisation proposée, 474 gigawattheures. Et surtout, en parallèle, la région a discuté avec les développeurs pour connaître le potentiel de projet. Parce que effectivement, si on souhaite lancer les entreprises, on souhaitait en face essayer de voir quels étaient les projets émergents en Nouvelle-Aquitaine. Et là, à ce jour, et je crois même que le chiffre a évolué depuis, on est à 1 TWh de potentiel contractualisation proposé par les développeurs. Ça veut dire que là, on a le potentiel en Nouvelle-Aquitaine pour alimenter les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine largement. Voilà, donc on a vraiment là l'idée, on a un besoin de la part des entreprises, on a un potentiel de développement sur notre territoire. La région, son objectif, c'est effectivement de créer des synergies entre tout ça et de faciliter la contractualisation entre ces acteurs. La suite, en 2022, on relance donc un nouvel AMI janvier 2022. Donc si les PPA vous intéressent, mais que vous avez encore effectivement beaucoup d'interrogations sur votre capacité à signer un Green Corporate PPA, on vous propose effectivement de répondre et de candidater à cet AMI pour avoir un premier accompagnement, voilà, qui permet, comme on l'a évoqué tout à l'heure, d'identifier le potentiel et de donner, on va dire, un go ou un no-go sur la suite à travers une étude de faisabilité. Alors, je n'ai pas évoqué, mais on souhaiterait quand même, et on le regardera à l'échelle régionale, on va dire, suite à l'accompagnement des entreprises dans le cadre de cet AMI, la région va aussi essayer de travailler sur l'agrégation d'entreprises. C'est-à-dire que si effectivement vous êtes un consommateur de taille insuffisante pour aller chercher tout seul un Green Corporate PPA, on souhaiterait créer une dynamique multi-consommateur, c'est-à-dire qu'effectivement, globalement, un groupe d'entreprises, une grappe d'entreprises, qui permettrait une contractualisation avec un projet plus important et du coup avec un prix plus intéressant. Voilà. Donc il y a vraiment la logique de, suite à cet AMI, bon, soit vous avez la possibilité de faire une AMO parce que vous êtes un consommateur suffisant et vous y allez, soit vous n'avez pas le niveau de consommation nécessaire, ou vous avez un profil qui est effectivement un peu décalé par rapport à la production de solaire photovoltaïque. Dans ce cadre-là, on ne vous lâche pas. On essaie de voir comment effectivement on peut créer ces grappes d'entreprise et permettre effectivement d'avoir un achat groupé autour d'un PPA qui peut être une réelle opportunité pour les PME. Le soutien à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc là c'est vraiment l'étude de faisabilité, vous êtes prêt à y aller et vous avez besoin d'un accompagnement pour signer un Green Corporate PPA, donc soutien à hauteur de 50%, sera lancé au fil de l'eau. Donc là il faudra effectivement interpeller la région et venir nous rencontrer pour nous présenter votre stratégie. Et le troisième volet, c'est on regarde de la dynamique qui se crée, des premières expérimentations que va faire en Nouvelle-Aquitaine. L'idée pour nous, c'est de savoir si ça peut se généraliser. Et pour généraliser, on va dire, l'achat d'électricité en Green Corporate PPA, l'idée, c'est de basculer effectivement vers la création d'un outil financier, assurantiel, garanti, mais effectivement, d'essayer de voir si à l'échelle de la région, il y a un potentiel pour ce genre d'outil qui faciliterait votre achat d'électricité renouvelable locale en circuit court. Enfin, on a une équipe dédiée pour vous accompagner dans vos réflexions d'achat d'électricité, alors qu'ils sont répartis effectivement par rapport aux ex-régions Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, autour d'Alice, Sylvie et Marion. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour mieux comprendre à la fois l'AMI, l'opportunité, la faisabilité, le financement, et pour qu'on puisse effectivement faire émerger des premiers projets vertueux et compétitifs en Nouvelle-Aquitaine. Voilà pour moi, j'ai fait le tour.
Alors, on va laisser la place aux questions et je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, Julien. Merci à tous les intervenants. C'était très pédagogique. Alors, je vous propose qu'on passe à des questions-réponses. Pour lancer la machine, parce qu'il y a toujours un petit peu de frilosité au début à poser des questions en direct, je vous propose déjà de reprendre les quelques questions qui ont été posées sur le chat et qui nécessitaient une réponse un peu plus professionnelle que ce que je ne pouvais faire ou qui demandaient plus de temps. Première question que je vais relayer, une question un peu technique sur la partie autoconsommation, et donc je pense que là on va s'adresser à Shamseddine, en tout cas à Gazelle. Quid des assurances pour des installations sur toiture de bâtiments industriels? Est-ce que vous avez une réponse sur ce point? Alors oui, nous ne sommes pas nous-mêmes développeurs, mais on travaille avec un partenaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'assurance. Donc, toutes les assurances ont un service sur le sujet. L'assurance est obligatoire. Donc, il y a plusieurs critères que je vais vous citer, plusieurs options possibles. Dommages d'ouvrage, responsabilité civile d'exploitation, assurance de perte d'exploitation. En tout cas, les assurances, souscrire à une assurance dans le cadre d'un projet autoconsommation spécifique est une obligation réglementaire, mais toutes les assurances le proposent. Je ne sais pas si ça répond à la question. Tout à fait. Ok. Alors, deuxième question. Le montage en tiers investissement répond-il aux économies d'énergie au sens du décret tertiaire, Bénédicte? Oui, en tiers investissement. Aujourd'hui, effectivement, comme l'avait expliqué Shamseddine, le décret tertiaire va se baser sur ce que vous soutirez du réseau. Et donc, en effet, si vous autoconsommez, vous allez moins soutirer du réseau. Et donc, ça participera à vos objectifs dans le cas du décret tertiaire. Merci. Alors, Ouais. Merci. Une question aussi sur pourquoi on parle essentiellement de photovoltaïque là, quand on parle d'autoconsommation, de stabilisation de la facture. Il y a eu une question pour demander qu'en est-il de l'éolien, des autres ENR, et une question qui est demandée pour la géothermie et la cogénération. On peut peut-être faire une petite réponse globale sur cette partie-là. Pourquoi, quand on vous parle là de stabilisation de la facture d'électricité, on s'oriente essentiellement sur le PV? On parle de prix, tout simplement. Aujourd'hui, le PV est beaucoup moins cher que l'éolien. Et il y a plusieurs raisons à ça. Donc déjà, il y a le prix, et puis aussi, il y a une histoire d'acceptabilité sociale. Aujourd'hui, pour mener à bien un projet photovoltaïque, on va mettre 36 mois. Pour mener à bien un projet éolien, ça peut mettre 7 à 8 ans en moyenne aujourd'hui en France. Et pour ce qui est de l'hydraulique, en autoconsommation, il y a des spécificités régionales. Pourquoi pas, en effet, mais là encore, les projets hydrauliques additionnels sont très chers. Et puis pour la cogénération, donc là, c'est un tout autre cadre réglementaire sur la cogénération. Juste un petit complément peut-être, Bénédicte, sur l'autoconsommation. Oui, en termes de PPA, on a des PPA éoliens aussi. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui sort en PPA avec de l'éolien sont des PPA qu'on appelle brownfield. C'est ça, Bénédicte? Oui, tout à fait. Donc, ce sont des PPA avec des parcs éoliens qui tournent déjà depuis 15 ans, donc qui ont été financés grâce à des tarifs d'obligation d'achat. Donc, ils ont eu accès à des tarifs d'obligation d'achat pendant 15 ans. Ils ont fini leur contrat avec EDF obligation d'achat et maintenant, ils vont vendre leur électricité sur les marchés ou directement à des industriels. Attention cependant, les producteurs éoliens ont déjà financé leurs actifs. Donc, eux, ils vont arbitrer, ils vont proposer un prix qui correspond à ce qu'ils peuvent gagner sur les marchés de l'électricité. Donc aujourd'hui, pas besoin de nous demander des parcs éoliens à 50 € du mégawattheure, alors qu'ils peuvent vendre à 200 € sur les marchés de l'électricité en 2022. Je reviens encore sur une question plus technique là, sur l'autoconsommation que j'avais laissé passer. Bonjour, l'autoconsommation en tiers investissement est déconsolidante vraiment. J'ai en tête que l'IFRS 16 impose de consolider un actif même si on n'en est pas propriétaire lorsqu'on en est le seul bénéficiaire. Alors, pour cela, il existe des montages déconsolidants qu'on a mis en place avec notre partenaire. Je ne peux pas forcément rentrer dans les détails de ce montage contractuel parce que c'est assez confidentiel et c'est une forte valeur ajoutée de nos contrats. Mais il existe, ça on peut vous le garantir, des montages déconsolidants. Ce qui peut impacter, ça va être vraiment les modèles donc pour l'autoconsommation, par exemple, vraiment de comment sont formulés le montage, donc pas trop rentrer dans les détails, mais de vendre du matériel ou ce genre de choses.
Et puis aussi la durée en fonction différente de la durée du financement. Donc, par exemple, on ne fait pas de location. Donc, chez nous, pour les schémas d'autoconsommation, ça va pas être des montages contractuels de location. On a un autre schéma qui permet de déconsolider le projet. Merci beaucoup. Alors, une question vraiment très importante pour les PPA et pour justement les dispositifs qu'on propose, nous, notre appel à manifestation d'intérêt. Une entreprise peut-elle contractualiser son besoin électrique annuel total en PPA? Donc là, la réponse, elle avait été donnée, mais je pense qu'on peut détailler un peu plus pourquoi on peut pas, il n'est pas conseillé, on ne peut pas aller à 100% d'approvisionnement électrique avec un PPA. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de problématique technique. Ça va vraiment être chez vous une problématique de couverture financière. Aujourd'hui, vous souscrire à un PPA, c'est souscrire à une option, à une couverture de votre coût d'électricité, de consommation d'électricité. Si vous faites 100% et que demain, par exemple à 55 € du mégawattheure, et que demain les prix de marché s'effondrent à 10 € du mégawattheure, par rapport à vos concurrents, vous allez accéder à un prix de l'énergie qui n'aurait pas à souscrire à des PPA, hein, bien sûr. Vous allez avoir un coût d'électricité supérieur à eux et donc perdre en compétitivité. C'est pour ça qu'il faut vraiment le voir comme un outil de couverture et on ne conseille pas forcément d'aller jusqu'à 100% de votre consommation. Concrètement, Bénédicte, dans la présentation, on avait parlé de 10, 20, 30%. C'est ça l'ordre de grandeur qu'on retrouve aujourd'hui? Oui, c'est ça, tout à fait. Après, on peut voir les GAFA hein, dans le monde qui, eux, peuvent aller jusqu'à 100%. On ne peut pas dire qu'ils soient soumis à une très grande concurrence sur leur secteur respectif. Voilà, le risque, c'est vrai, c'est de se retrouver déconnecté par rapport à ses concurrents. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle stratégie d'achat, je pense pour n'importe quelle commodité. C'est si on est capable de se déconnecter de ses concurrents, bah, c'est quelque chose de possible. Mais si on a des concurrents qui ne sont pas soumis aux mêmes règles que nous, bah, il va y avoir des années, on va être ultra gagnant, et puis des années, on va être ultra perdant parce qu'on sera totalement déconnecté. C'est vrai que nous, d'expérience, les quelques acteurs qui poussent vers 100%, c'est clairement des acteurs qui soit sont des acteurs publics, soit des acteurs qui ne sont soumis à aucune concurrence, ou alors qui sont vraiment leaders sur leur marché, telle sorte que vous-même, l'électricité, c'est quelque chose de dérisoire par rapport à leur coût de revient, donc ce n'est pas quelque chose de structurant pour eux. Merci. On va revenir sur les assurances parce que ça pose beaucoup de questions. Donc, on a eu 2 questions complémentaires. Il semble que les assureurs demandent à ce que l'installation soit conforme à l'APSAD D20. Donc, ça, c'est beaucoup trop technique pour moi, Bénédicte. Et enfin, toujours pour l'assurance, pour l'industrie du bois, installation en toiture interdite par l'assureur sous peine de résiliation de l'assurance de la partie exploitation et sans espoir de retrouver un assureur. D'accord. Pardon, j'ai pas entendu la question sur le sujet. Excuse-moi, en fait, si tu veux les retrouver dans le chat, en fait, c'est la question sur les assurances quand on parlait d'installation de panneaux PV sur des installations industrielles. On nous demande du coup s'il faut que l'installation soit conforme à l'APSAD D20. Bon, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que la personne qui a posé la question pourra compléter au besoin. Et un autre retour d'expérience donc de quelqu'un dans l'industrie du bois qui dit que l'installation en toiture est interdite par son assureur sous peine de résiliation. Voilà. D'accord. Alors, bon, encore une fois, notre partenaire, donc, il s'agit d'Urba Solar hein, pour ces projets-là, pourra nous aider à améliorer notre réponse par écrit si besoin. Alors oui, sur la première partie, alors je vais mal le dire, a priori, effectivement, il y a bien le référentiel APSAD D20. Ceci étant, donc a priori, hein, moi, ma vision, c'est qu'effectivement, la réglementation impose aux assurances de proposer une assurance à ce niveau-là. Bon, je ne saurais pas forcément en dire davantage, hein, désolée pour... Ouais, non mais alors voilà, quand on ne peut pas en répondre en direct, il n'y a pas de problème. Donc les développeurs avec qui vous travaillez, notamment Urba Solar, permettront d'apporter une réponse par écrit plus précise sur ces questions très pointues. Comme je le disais, donc moi j'enverrai l'enregistrement, le support de présentation, mais aussi cette liste de questions-réponses qu'on aura retravaillé ensemble et sur lesquelles on aura apporté des compléments. Tout à fait, voilà. Merci. C'est pour ça que lorsqu'on parle de ces projets, lorsqu'on parle de ces projets-là, en fait, on parle plutôt sur du nouveau bâti, parce que sur de l'existant, il y a tout un tas de normes qui font que c'est toujours un peu compliqué, et notamment en termes d'assurance. Donc voilà, c'est pour ça.
Merci pour cette précision, Chamseddine. Est-ce que quelqu'un veut poser une question en direct du coup? Je pense que j'ai fait un petit peu le tour des questions qu'on avait eues sur le chat. Donc, ceux qui souhaitent prendre la parole, on est à votre écoute. Tout le monde est prêt à signer un Green Corporate PPA. Faire de l'autoconso avec du foncier disponible. Bon, il y avait une question qui était pas, enfin voilà, qui est assez simple, je pense, qui s'adresse à Bénédicte sur l'autoconsommation. En fait, quand vous avez montré sur les slides un modèle d'autoconsommation, il y avait une personne qui avait demandé si dans le modèle qui était présenté, vous preniez en compte le vieillissement des panneaux, l'entretien, etc. Donc, je te laisse répondre. Je pense que. Alors oui, tout à fait. On prend dans les OPEX, on prend tous les coûts d'ONM et on prend aussi une baisse de l'efficacité des panneaux en compte. Il faut savoir qu'en général, les fabricants donnent une règle de 0,3 à 0,5% d'efficience en moins par an. Et tous les producteurs garantissent 45% de la puissance initiale à 25 ans. Sachant que si on veut prolonger le contrat, j'ai parlé de ça au-delà de 30 ans, il faut changer en général certains éléments, mais qui ne font pas le plus gros du coût de la centrale photovoltaïque. Moi, j'avais vu une question sur quelqu'un s'interrogeait sur le risque de consolidation. Alors oui, donc ça c'est, on en a parlé au tout début de réponse question-réponse. Oui. Il y a des montages des consolidants, notamment sur la norme IFRS 16. Il y a vraiment des stratégies contractuelles, de l'ingénierie contractuelle qui permettent de ne pas rentrer dans un montage consolidant. Ah oui, une question intéressante sur les PPA. Alors, attendez que je la lise. Peut-on être à la fois producteur d'électricité, donc projet photovoltaïque, et consommateur avec un PPA au sein de la même société? Donc là, ça reprend tout à fait même des questions que j'avais posées aussi à Bénédicte quand elle a préparé ce slide. Bénédicte, à toi. Oui, donc est-ce qu'on peut être à la fois producteur et consommateur? Oui, qu'on peut être effectivement producteur d'électricité, développeur, nous je pense qu'effectivement sur le foncier et sur le site industriel, mais en plus consommateur en PPA de cette électricité. Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a du PPA on-site. Donc vous pouvez être vous-même producteur, autoconsommer une partie et revendre le reste. Pour comprendre, moi, alors c'était pas forcément une solution qu'on avait identifiée nous en région Nouvelle-Aquitaine, mais qui est effectivement peut-être intéressant sur les entreprises qui sont disponibles du foncier. Et ce qui peut être intéressant, c'est que le groupe peut bénéficier. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs sites en Nouvelle-Aquitaine, un site qui a du foncier où vous pouvez installer une puissance importante, autoconsommer sur ce site industriel et ensuite effectivement, on va dire vendre en PPA le reste à l'ensemble des autres sites du groupe. Tout à fait. Donc, ça permet de vraiment faire bénéficier du gain sur le prix du PPA à l'ensemble des sites du groupe. Ça a énormément de valeur. Je crois que j'ai vu une question passer sur notre rôle par rapport à Urba Solar, donc je vais me permettre de répondre. On n'est pas du tout lié capitalisme et Urba Solar, on n'a même pas de partenariat exclusif ou quoi que ce soit. C'est simplement comme avec d'autres producteurs qui sont d'ailleurs peut-être connectés, on travaille beaucoup avec eux sur ces sujets-là, mais on travaille aussi avec d'autres producteurs. Et du coup, le rôle qu'a chacun, Urba, clairement, c'est un développeur de projets photovoltaïques. Donc, eux vont construire, ils vont exploiter, ils vont mettre à disposition à des clients consommateurs ce qui est produit par ces centrales. Donc, on est sur du contrat, comme on le disait tout à l'heure, sur du temps long, c'est 15 ans, 20 ans, 25 ans, que ce soit pour l'autoconsommation ou du PPA. Et GASL en est fournisseur et agrégateur des volumes. C'est-à-dire que nous, les contrats qu'on va faire avec nos clients, ce sera sur une durée de 3 ans maximum, qu'on espère et qu'on reconduit régulièrement, mais quand on contractualise, c'est sur 3 ans. Donc, on va fournir de l'électricité, donc que nous, on va acheter sur les marchés pour notre client. Et puis, il y a une partie de cette électricité qu'on ne va pas forcément acheter sur les marchés, qui sera du coup produite par exemple par des développeurs photovoltaïques, comme Urba Solar, mais il y en a bien d'autres. Et on va agréger ces volumes dans notre portefeuille. Ce qui fait qu'en fait, pour le client, toutes ces contraintes techniques n'existent pas. Le client, lui, va payer son électricité auprès d'un développeur à un prix qui sera déterminé
d'ailleurs qu'on n'est même pas censé connaître, qu'on pourrait ne pas connaître, ça ne pose pas de problème, puisqu'on ne reçoit pas des flux financiers, on reçoit de l'énergie. Donc, ils font un contrat avec le développeur, et puis nous, derrière, on s'engage à recueillir l'énergie qui est produite par ce développeur dans notre portefeuille et faire payer au client la prestation d'agrégation. Donc, je prends les volumes de quelqu'un d'autre et je les mets dans mon portefeuille et la fourniture du reste des volumes. Ce qui fait que pour le client, c'est très simple puisqu'il n'y a que 2 contrats. Il y a un contrat de 20 ans, par exemple, avec le développeur, et puis un contrat de 3 ans avec son fournisseur, où le fournisseur, nous, dans notre contrat, on dit « je suis OK pour recueillir de l'énergie dans ces conditions, tel productible, de la part d'un autre producteur ». Et du coup, le client n'a pas à gérer l'équilibrage ou quoi que ce soit. Il contractualise de son côté. Il lance éventuellement un appel d'offres en disant « bon voilà, je veux que tu me fournisses toute l'électricité qui n'est pas produite par ce développeur avec lequel j'ai fait un contrat ». Et puis voilà, dans le contrat, on intègre l'agrégation des volumes et le client, du coup, il n'y a pas de contrainte technique. C'est vraiment l'idée, c'est de faciliter la tâche à nos clients. Et donc, c'est vrai qu'on a commencé à travailler sur ce type de montage avec Urbasolar, mais c'est vraiment pas exclusif. C'est-à-dire que, comme dans tout nouveau secteur, tout nouveau métier, on apprend à marcher avec un autre acteur qui fait bien son métier et nous, on essaie de bien faire notre métier. Et demain, voilà, il y a beaucoup de producteurs qui font bien leur métier. Et donc, une fois qu'on a un peu rodé tous ces mécanismes, je pense notamment à ces montages qui permettent de déconsolider, et ben, voilà, on est en mesure de le faire pour d'autres acteurs et avec d'autres développeurs. Merci. Une question sur la distance. La distance entre 2 sites, c'est vraiment l'intérêt du PPA offsite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de distance entre le lieu de production et le lieu de consommation. Je pense que ça revenait sur la question du même entreprise qui développerait un projet photovoltaïque sur un site où il aurait du foncier et un autre site qui consommerait. Peu importe la distance, que de toute façon, vous allez payer le TURP, vous allez payer l'ensemble des taxes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité. Donc, il n'y a pas une question de distance dans les PPA. Il y avait une question aussi sur les PPA avec du solaire thermique. Alors, c'est peut-être Julien qui va répondre. Juste pour rappel, donc PPA, c'est Power Purchase Agreement. Donc, c'est des contrats d'achat en gré à gré d'électricité. Donc là, je pense la question, c'est est-ce qu'on peut avoir des contrats en gré à gré de vente de chaleur? Julien, je te laisse. Oui, alors ça existe déjà. Enfin, c'est nouveau pour l'électricité, mais l'achat longue durée existe beaucoup sur la chaleur renouvelable, hein, notamment avec les chaufferies bois qui peuvent d'ailleurs être aussi avec un tiers investisseur. Donc ces montages finalement existent déjà et sont connus par les industriels autour de la chaleur. Ils se développent aujourd'hui l'électricité et on a aujourd'hui quelques acteurs qui se positionnent sur la chaleur thermique. Mais on est effectivement là la problématique de la distance. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le site de production de solaire thermique doit être à proximité du site de consommation de la chaleur. Mais on a quelques entreprises comme U8 en Nouvelle-Aquitaine qui développent effectivement de la production de chaleur industrielle. Voilà. Donc on est un peu sur la même logique parce que l'amortissement de la production de chaleur renouvelable va être sur au minimum 10 ans. Et donc, du coup, le contrat d'achat doit être évidemment sur une durée aussi longue. Donc, c'est vrai que c'est nouveau sur l'électricité. On le connaît plus sur la logique d'approvisionnement en chaleur. Alors, une question sur les CAPEX et les prix proposés par des fournisseurs pour des projets solaires. Donc, je vais laisser aussi Bénédicte et ses collègues développer. Après, il faut bien voir qu'effectivement, moi, les coûts que j'ai pu vous donner, ça reste des ratios et ça va varier selon la taille, selon le type d'implantation, si on est sur des ombrières, au sol, etc. Donc, on ne peut pas non plus se positionner, encore une fois, à la place d'un développeur sur un projet précis pour des prix. Mais ces prix peuvent être très variables selon la taille. Et là, on parle d'un projet plus petit. Bénédicte, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, oui, peut-être sur les projets d'autoconsommation, il y a une hiérarchie décroissante des prix des projets. Les projets les plus chers sont les projets en ombrière. Donc sur une base si on prend une base de 100, ça va être 120 pour des ombrières, 100 pour des toitures et puis 80 pour des centrales au sol. Et en effet, après, il y a vraiment des projets, des économies d'échelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les corporate PPA, avec des PPA additionnels, PPA offsite, vont concerner des projets de plus de 10 MW en général, parce qu'il y a une sorte de coût d'économie d'échelle, et en deçà de 10 MW, il y a moins d'intérêt. Une fois que les contrats seront beaucoup plus standardisés, les discussions beaucoup plus standardisées, le niveau la puissance minimale pour faire des corporate PPA additionnels offsite va décroître, hein, mais aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 10 MW. Aujourd'hui, une centrale au sol pour un PPA offsite, donc au-delà de 10 MW,
on va espérer atteindre. Donc, encore une fois, les prix remontent un petit peu, mais des prix aux alentours de 50-55 euros du mégawattheure. Ça vous offre un peu la différence de prix entre des projets autoconsommation et puis des centrales au sol. Alors, il y avait une question sur les coûts d'entretien aussi pour les panneaux solaires. Quel est le coût annuel d'entretien de panneaux photovoltaïques en pourcentage par rapport à la production? Quels sont les frais annuels d'exploitation? Alors, les frais annuels d'exploitation, on va être aux alentours de 30 euros du mégawattheure aujourd'hui. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que sur mon graphique, quand vous voyez la chute pour le projet qu'on avait étudié en autoconsommation, il y avait la chute à partir de la fin de remboursement des CAPEX. Il n'y avait plus que les OPEX à payer, aux alentours de 30 euros du mégawattheure. Ça peut évoluer, ça dépend bien sûr des centrales et cas particuliers, etc. C'est un ordre de grandeur. Merci. Alors, est-ce que j'ai laissé passer une question? Est-ce qu'il en reste encore dans le chat? Est-ce qu'on a fait le tour sur le chat? Très bien. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, il nous reste encore quelques petites minutes. Très bien. Moi, je voudrais juste apporter une petite précision sur ce qu'on a présenté, nous, la région, sur les subventions qui sont apportées sur les centrales, pour rappeler que la subvention, elle est toujours apportée à celui qui investit. Donc, en l'occurrence, là, ça sera aux développeurs. Donc, quand on parlait de TPE, PME qui pouvaient être aidés, on ne parlait pas des industriels qui, à la fin, contractualiseraient l'électricité. Il faut que ça soit la société qui investit dans la centrale, qui soit une TPE, PME pour qu'on puisse intervenir. C'est bien ça, Julien? C'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui, dans les discussions effectivement avec la Commission européenne, les grandes entreprises seraient exclues des aides à la transition énergétique. Voilà, mais on parle bien donc des... Voilà, donc c'est le développeur. C'est la société de projet, parce que c'est ce que l'on finance, c'est la société de projet qui, effectivement, investit dans le nouvel actif. Donc, c'est la composition de la société de projet qui est importante. Avec des règles plus ou moins complexes. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des interrogations sur la taille de votre entreprise ou sur la taille de votre société de projet. Et on a eu quelques questions pour de manière concrète donner quelles sont les surfaces nécessaires pour produire tel ou tel volume. Alors, juste en ordre de grandeur, il n'y a pas de localisation en France à exclure. C'est-à-dire que vous soyez à Dunkerque ou à Antibes, même si le foncier coûte plus cher à Antibes qu'à Dunkerque, il n'y a aucune localisation qu'il faut exclure. Puisque, juste dans les ordres de grandeur, pour obtenir une production d'environ 5,5 gigawattheures, dans le sud, il va falloir 2,5 hectares. Et puis, en Aquitaine, il va falloir 4 hectares 5. Et puis à Lille, 5 hectares 5. Donc, en effet, il y a un facteur 2 entre Lille et le sud-est. Mais voilà, il n'y a qu'un facteur 2. Si le foncier coûte peut-être 3 fois moins cher, vous pouvez vous retrouver avec des projets rentables. Donc, on n'est pas du tout dans des surfaces inconsidérées. Voilà, à Lille, 6 hectares pour avoir 5 gigawattheures, c'est pour pas mal de clients industriels, c'est du foncier qui se trouve. Et du coup, Chamsedine, puisque là, évidemment, on est en région Nouvelle-Aquitaine et on s'adresse essentiellement à des sites qui sont Nouvelle-Aquitaine, comment ça se positionne, notre région, quand même, sur cette partie-là? C'est la moitié. Voilà, c'est la moitié à peu près, c'est entre les deux, comme la localisation géographique. Dans le sud-est, vous êtes à 2 hectares, enfin, on est à 2 hectares et demi. À Lille, on est à 5 hectares 5. En Aquitaine, on est à 4 hectares 5. 4 hectares 5. Ouais. 4-5 hectares pour avoir 5 gigawattheures. Donc ça reste tout à fait réaliste quoi, et envisageable. Et la Nouvelle-Aquitaine est grande. Voilà, c'est pour ça, entre la Creuse et les Pyrénées-Atlantiques, il peut y avoir des écarts. Comme vous l'avez dit dans le chat, effectivement, il faut faire des études de toute façon au cas par cas. Je crois que c'est Marion, toi, qui disais ça dans le chat. Ça, oui, alors l'idée, c'est effectivement surtout pas de prendre ces ordres de grandeur qu'on vous dit voilà, au pied de la lettre. C'est des ordres de grandeur et à chaque fois, ça doit être étudié. Une nouvelle question. Dans le cas d'un tiers investissement, les prestataires proposent des baux amphithéotiques. Y a-t-il des points particuliers sur lesquels il faut être vigilant? Alors, en effet, c'est un peu la norme. À chaud comme ça, sur quel point faire attention
peut-être en effet bien l'inclusion de tous les coûts ONM et puis savoir aussi quelles sont les opportunités qui sont proposées à l'industriel au terme du contrat. Par exemple, est-ce qu'on vous propose de récupérer la centrale? Est-ce que vous pouvez prolonger le contrat? Ça, c'est des choses que vous pouvez regarder. Voilà, j'ai pas d'alerte particulière à indiquer à ce niveau-là. C'est assez classique hein, aujourd'hui, effectivement, en tiers investissement, en autoconsommation. C'est le modèle en France qui est utilisé par tous les développeurs, à ma connaissance. Merci beaucoup. Bon, si, voilà, si on a fait le tour des questions, on va clore du coup, ce webinaire. De toute façon, n'hésitez pas à nous adresser à nous ou même directement à Gazelle et aux intervenants des questions si elles vous revenaient après en tête. Hein. On est là justement pour ça et pour ce webinaire, c'était aussi pour initier un contact, une collaboration. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Merci beaucoup donc, pour votre participation, votre attention. Merci à tous les intervenants. Et donc, je le rappelle, d'ici la fin de la semaine, je vous envoie donc, le support de présentation, l'enregistrement de la réunion et la liste des questions-réponses qu'on aura pris le temps de compléter avec notamment sur les points très, très particuliers et très techniques, éventuellement la participation d'acteurs tiers. Merci beaucoup, Julien. Tu veux dire un dernier mot pour la conclusion? Non, merci. Et merci à Gazelle pour la présentation. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.